And put me low. Hey, steering wheel, somebody tell him to give it to me. Come on, move. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le rétro, nouvelle chaîne YouTube. Bonjour Damien. Salut Julien, bonjour à tous. Petite présentation de cette chaîne dans le rétro, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est l'envie de parler un petit peu de Formule 1 avec un petit peu tout le monde, avec des internautes, entre nous aussi. Voilà, c'est vrai que c'est un format qui se démocratise aussi, et c'est vrai qu'on avait aussi envie nous aussi d'apporter notre pierre à l'édifice en quelque sorte. Bon. Donc voilà, cette idée de faire des débriefs ensemble, aussi entre potes, c'était quelque chose que j'avais envie de lancer et à laquelle tu as été d'accord de participer. Et oui, donc qui sommes-nous? On est deux potes. Mm. Donc moi Julien, je suis originaire de la région parisienne et maintenant je vis dans le sud. Et moi, du coup, je suis Damien et c'est l'inverse. Ah, donc t'es Originaire origine... du Sud Ah et en d'accord. région parisienne actuellement. Peut-être plus pour très longtemps, je sais pas. Quelques Bon. années encore, pas plus. Bon, parfait. Maintenant qu'on a présenté nos binocles, tout le monde s'en fout, tout le monde est déjà parti. On va commencer par ça. Donc, ouais, dans le rétro, bon, c'est vrai qu'on aimait bien la Formule 1 des années 90-2000, nous. On a même regardé un petit peu des courses d'avant. On est toujours un peu passionnés et on a toujours espoir de voir des super courses. Des fois, il y en a des belles. Oui, après, c'est vrai que je pense quand même que le plus bel âge de la F1 est déjà passé quand même. Je suis plutôt un vétélien aujourd'hui, notamment sur l'aspiration et à ce que devrait être le sport auto aujourd'hui. Ouais, bon, le problème c'est que ces envies, ces aspirations, elles sont pas forcément en adéquation avec les mœurs aujourd'hui de notre époque, beaucoup plus écologique ou quoi. Donc voilà, je pense que c'était une belle époque, mais aujourd'hui il faut tourner la page. Et oui, voilà. Bon, on peut fermer la chaîne maintenant. Voilà, on avait vraiment fait fuir les derniers. Bon, on parle de quoi? On parle de cette saison 2020 qui va commencer au mois de juillet et pas en Australie. Ouais, un peu en Australie, non, en Autriche plutôt. Non, j'ai dit pas en Australie. Ah, d'accord. Bah oui, écoute, premier Grand Prix de la saison, ça y est, on y est, hein, c'est la semaine de Grand Prix, enfin, je pense que ça fait quand même 6 mois, non pas 6 mois, mais 4 mois qu'on attendait ça. L'Australie, oui, effectivement. L'Autriche. Non, l'Australie, Ah. pour venir au mois de mars, effectivement, qui avait été annulé après un premier cas chez McLaren, pardon, et avec un retrait de l'équipe. La solidarité d'ailleurs entre les équipes n'était pas totalement présente pour se retirer de manière unanime. Finalement, c'est la F1 qui a pris la décision d'annuler un peu au dernier moment, un peu en catastrophe, un épisode franchement un peu triste, parce que personne n'a su parler d'une même voix à ce moment-là. Donc voilà, petit programme de la saison, donc 8 courses pour l'instant prévues, mais évidemment ces courses-là, elles seront pas non plus on va dire, les seules cette saison, puisque d'autres sont attendus. On verra ce qui viendra s'ajouter. Je pense qu'on ira certainement dans d'autres continents. Là, on est vraiment centré sur le continent européen, avec des doubles courses notamment, l'Autriche qui s'enchaîne, Silverstone également. Mais je pense qu'on ira plutôt vers les continents qui peuvent accueillir des courses selon les situations sanitaires qui le permettent. Et voilà, je pense que c'est pour ça qu'aussi certains Grands Prix n'avaient pas été purement et simplement annulés, mais simplement reportés, justement dans l'espoir de pouvoir les programmer vers l'automne 2020. Ouais, donc le Grand Prix d'Espagne qui a habituellement lieu avant celui de Monaco, qui aura lieu à une date inhabituelle, 14 août à Barcelone. Et qui a le grand regret, du coup, surtout, puisqu'en tant que sudiste, le Grand Prix de Monaco n'est pas lieu, c'est quand même oui, un pincement au cœur. c'était incroyable au mois de mai, fin mai, qui est une période où il y a pas mal de choses, de ne pas pouvoir aller voir les pilotes, même aller voir la Formule 2, les autres catégories qui sont habituées. Ma première présence en 99 au Grand Prix de Monaco. Ouais. Et le Grand Prix de France également annulé, bon. Ouais, bon ça, la verrue du Paul Ricard, personnellement, ça me dérange moins. Voilà, bon. Là, personnellement, j'ai t'as déjà un pouce vers le bas. On n'a pas encore mis la vidéo. On a déjà, oui. C'est ça. Oui, c'est vrai que Paul Ricard. Mais Paul Ricard a certaines configurations
doit être plus qui intéressant. pourrait être plus intéressante. Ils ont choisi la Et pire. après, j'ai beaucoup de mal avec toutes ces immenses zones de dégagement sur ce circuit. Mais après, en tant que local, sur la Côte d'Azur, en ce qui me concerne, j'ai toujours considéré Monaco comme mon Grand Prix national, alors même qu'on avait, le Grand Prix de France avec Manicourt à l'époque, Manicourt, qui est bah, un super circuit. Ouais. qui était très, très sympa, ouais. Mais j'ai toujours considéré que Monaco était mon Grand Prix à moi, quoi. Local. Monaco, c'est un circuit vraiment à part dans la saison Ah, ouais. pour les pilotes et c'est incroyable de s'imposer là-bas. Donc un calendrier vraiment, une année particulière dans tous les domaines. On va pas faire du BFM TV à parler de ce qui s'est passé. Mais du coup, une saison qui commence le 3 juillet, deux courses en Autriche. Deux courses en Autriche, il peut se passer des trucs en Autriche. C'est plutôt pas mal de faire deux courses en Autriche. Deux courses à Silverstone, ça se discute plus. Hein. C'était intéressant. Il faut dire aussi que la dénomination des Grands Prix change. C'est-à-dire qu'on a le Grand Prix d'Autriche là qui vient, mais la semaine d'après, ce sera le Grand Prix de Styrie, qui est le nom du land dans lequel se trouve Spielberg. Et en Grande-Bretagne, on a le Grand Prix de Grande-Bretagne, mais on a aussi le Grand Prix du 70e anniversaire, qui est un petit clin d'œil sympa justement à la première course de Formule 1 du championnat de F1 qui s'était disputé dans les années 50. Donc c'est un hommage vraiment sympa, cette dénomination aussi, je trouve. Donc voilà, et puis effectivement, le double enchaînement, ça peut être intéressant pour des équipes justement pour capitaliser sur les données acquises justement, pour peut-être espérer aussi proposer mieux d'une semaine à l'autre. Bien sûr. Ensuite, on aura d'autres Grands Prix. On a la Hongrie, bon, circuit difficile, hein, circuit difficile, ouais. ce sera la troisième manche. L'Espagne, bon, très connue, c'est la piste des essais libres. Donc ça va permettre, à mon avis, on aura la hiérarchie de la saison comme d'habitude. Après les essais libres, après les essais libres sont jamais toujours, enfin les essais hivernaux sont jamais très révélateurs parce que déjà ne serait-ce qu'en termes de température, ça n'a plus rien à voir. Et surtout, on parle là de l'Espagne au mois d'août, ce qui pour les pilotes sera beaucoup plus difficile que l'Espagne au mois d'avril ou au mois de mai. Ça va être un challenge pour les pneus, il va faire très très chaud en Catalogne. Voilà, donc là on est encore sur d'autres repères. Mais oui, effectivement, je pense qu'on aura on pourra dire on a des indicateurs de performance, mais je pense qu'il y a quand même des équipes qui seront déjà très haut comparées à d'autres. Et je pense que là, il y a même, sans avoir roulé, il y a déjà de gros indices, en tout cas, qui le laissent supposer. Bon, ça, on verra ça après. Ensuite, on va prendre le chemin d'une saison plus classique, si on peut dire. Grand Prix de Belgique et Monza au début septembre. Bon, après, voilà, d'autres courses seront annoncées dans les semaines à venir. On est dans le flou, ça pose un problème sur est-ce que si l'épidémie repart, est-ce que ça sera pas les 8 seules courses de cette saison? Ouais. On est dans le flou et bon. C'est ça. Voilà, c'est ce que dit Jacques Villeneuve, il me semble, c'est-à-dire autant faire quelque chose un petit peu à part, qui soit pas vraiment le championnat des pilotes, parce qu'effectivement, si ça repart, peut-être qu'on va s'arrêter à ces 8 courses-là, peut-être qu'on en aura peut-être fait moins, on ne sait pas. Peut-être qu'on pourra en ajouter plus, mais c'est vrai que si jamais on se retrouve au début septembre et qu'il y a une seconde vague ou quelque chose, effectivement qu'on n'est pas en mesure de continuer, c'est vrai que décider un championnat sur 8 courses, même si ça se faisait encore une fois dans les années 50, pour revenir encore à ces années-là, ça se faisait, hein, les premiers championnats, c'était 7 courses, 8 courses. Mais c'est vrai que ce serait pas une saison complète. Autant le mettre un petit peu à part si on peut pas continuer. Bien sûr, bon, en plus, nous, on parle de deuxième vague. Il y a dans certains pays, c'est toujours la première. Toujours en train de décimer, ça va pas beaucoup mieux. Donc voilà, une saison particulière. C'est bien qu'il y ait ces 8 premières courses. À mon avis, il y aura une ambiance très particulière, sans spectateurs, personne sur les grilles. Je crois que les commentateurs n'ont même pas le droit d'y aller. Donc, quel dommage pour la réalisation de ne pas pouvoir montrer un public en délire quand il se passe des choses sur la piste. Quel dommage. On ne pourra pas rater l'action en piste. On nous a baissé le bruit des moteurs pour entendre les spectateurs et on nous enlève les spectateurs. Bon, c'est pas grave, on fera du bruit devant notre télé et toutes les semaines. On montrera le volume. On montrera le volume au premier virage. Et si on regardait un petit peu le programme de ce premier Grand Prix, bon, c'est classique, hein, vendredi, samedi, dimanche, la course dimanche, la qualif le vendredi, on a des essais libres, toujours les mêmes horaires. Il n'y a pas eu de refonte
finalement de ces week-ends de Grand Prix, parce que c'est vrai que ça a souvent été un sujet. À quoi servent les séances d'essais libres? La troisième, à quoi elle sert? Est-ce qu'on pourrait pas mettre une course sprint? Est-ce qu'on pourrait pas faire un truc avec grille inversée? Enfin, voilà, c'est les vieux serpents de mer là qui ressortent toujours un petit peu. Moi, le format, il me dérange pas comme il est. Mais c'est vrai que c'est plus pour les spectateurs qui sont sur place et qui peuvent en avoir pour leur argent si jamais les voitures ne venaient à pas beaucoup rouler. Donc je peux comprendre le point de vue. Maintenant, voilà, c'est bien, c'est important que, surtout dans la mesure où les équipes n'ont plus beaucoup de roulage pendant la saison, c'est important de pouvoir aussi rouler vraiment sur la piste. Et donc voilà, des essais libres qui soient beaucoup plus, qui soient quand même assez conséquents. Donc le format finalement il change Ouais. pas, hein. Pas de changement. Le circuit du Red Bull Ring, on connaît bien. Ouais, un circuit Un beau qui est assez circuit. rapide, vallonné, peu de virages, ce Peu de circuit-là. virages, ouais. Voilà, il y aura Mais 71 boucles. je trouve Donc, que l'enchaînement à la fin du deuxième secteur, début du troisième secteur est très intéressant. J'aime beaucoup le double gauche et ensuite le double droit. Le reste, c'est vrai que c'est vallonné, c'est accélération, freinage. Il peut y avoir des dépassements. Il y a quand même 3 zones de DRS. Ouais. Donc on va voir du spectacle. Ça sera au rendez-vous. Les acteurs, maintenant, on va présenter les pilotes, les équipes. Bon, on va commencer par Williams avec George Russell qui est l'homme fort de ce début de saison virtuelle, on va dire. ouais, je vais pas dire qu'il s'est révélé, mais bon, il a montré que c'était un pilote qui était capable d'aller boxer assez haut, quoi, finalement, dans une catégorie assez haute. Mais le problème, c'est que la Williams ne lui permettra pas, très clairement, cette saison. Ils espèrent même pas rentrer dans les points, hein. En tout cas, ils aimeraient, mais ils se font pas beaucoup d'illusions, hein. Ça C'est serait compliqué. ils ont dit récemment. Là, je le lisais. Bon, ils auront les points avec un peu de chance et des scénarios favorables. Mais sinon, en termes de rythme pur, ils se font pas d'illusions sur le fait qu'ils auront du mal à être performants, quoi. Ouais, Ils compliqué vont pour sans le doute, Williams. malheureusement. Nicolas Latifi, bon pilote. Je sais, pilote correct, je dirais, mais voilà, c'est pas un pilote qui a brillé dans son parcours en GP2. Il a mis beaucoup de temps quand même pour évaluer sur le devant de la scène en GP2. Donc, je pense qu'il va se faire manger tout cru par George Russell. Je Ouais. pense qu'il n'y a pas beaucoup de suspense à ce niveau-là. Ouais. Chez As, on change pas une équipe qui Claire. gagne pas. Ouais. Romain Grosjean, encore en Formule 1. Bah écoute, oui, pour moi, honnêtement, la place de Grosjean, elle est pas usurpée non plus par rapport à celle de Magnussen. En tout cas, je pense pas, je le trouve pas moins bon. Dans le développement de la voiture, il a fait le pas en arrière, il a préconisé le pas en arrière sur la voiture de Melbourne l'an dernier, ce qui était finalement le bon choix par rapport à certaines courses. Visiblement, il avait raison de ce point de vue-là, donc je pense qu'il montre que ça reste un pilote précieux pour le développement d'une voiture, même si je pense que As a beaucoup de mal du fait que la voiture n'est pas véritablement conçue par eux. Moi, j'ai du mal à voir le projet de As depuis Ça pas mal de progresse temps. pas, en fait. Je sais pas ce qu'ils font. Ça J'arrive stagne. pas à voir ce qu'ils veulent faire. Bon. Moi, je pense que leur idée de base est intéressante. Maintenant, je pense qu'il manque vraiment une tête pensante qui dirige vraiment ça de manière plus cohérente. Et je pense que le fait de prendre les pièces à droite à gauche fait que tout ça manque un peu de cohérence. Après, sur le plan économique, c'est quelque chose c'est un modèle qui se défend complètement, hein. Et au contraire, c'est peut-être plutôt intéressant pour une équipe notamment qui débute. Parce que tout faire soi-même de A à Z, on a vu souvent les équipes qui sont rentrées en F1 les dernières années, lors de la dernière décennie, ils étaient absolument nulle part, hein. HRT, Virgin, enfin Manor, Caterham, ces équipes-là, ça a été des échecs industriels complets. Donc quelque part, la méthode de Haas est plus intéressante si effectivement l'idée c'est d'aboutir à quelque chose qui soit une plus grande, on va dire, autonomie dans la fabrication de certaines pièces, par exemple. Tout à fait d'accord avec toi. Alfa Romeo, Giovinazzi, Raikkonen. Écoute, Raikkonen, c'est la dernière saison. Peut-être. Bon. Je sais Une pas, réaction à la honnêtement. Iceman.
Ouais, Raikkonen. I think I'm gonna just have fun. Ok, voilà. Non mais tu sais pas avec ce mec-là, t'as l'impression qu'il prend beaucoup plus de plaisir depuis qu'il est chez Alpha que que pour son retour chez Ferrari. Donc s'il s'amuse et si il est performant, je pense que Alpha sera content de le garder. En tout cas, Vasseur en a l'air très content. Donc voilà, Giovinazzi a l'air de très bien s'adapter aussi. Il a progressé vraiment au fur et à mesure la saison dernière, quitte à même devancer Raikkonen sur des séances qualif. Donc je pense que voilà, c'est un mec qui a besoin de temps aussi. Et maintenant, moi, l'interrogation sur Alpha, je pense qu'elle est beaucoup plus sur la voiture et son développement, où je pense que là, ils reculent pour moi par rapport à l'année dernière. Et ils risquent de continuer de reculer un peu, quoi. Ouais. Et l'idée d'un Mick Schumacher en 2021 chez eux. Vasseur a dit un peu sèchement, lui, il doit se concentrer sur la F2. Et il a totalement raison. Il faut qu'il brille en F2, surtout qu'il va avoir du monde aussi contre lui. Et on en parlera peut-être plus tard. Mais ouais, je pense qu'il faut. Oui, l'idée est à moi, évidemment, j'aimerais bien, hein, mais il faut qu'il prouve. Il faut Ouais. encore qu'il prouve. Ça sera la saison clé pour Mick Schumacher. Pour les autres Ouais. pilotes aussi en F2, on verra un petit peu le programme de la F2 aussi. On aura l'occasion d'en parler plus longuement les autres semaines. La F2, c'est le tremplin pour la F1. Mick Schumacher, il est à... Voilà, c'est la saison où il doit prouver des choses. Une saison pour apprendre, les autres pour gagner. Il doit se battre aux avant-postes. Tout à fait. Clairement. Racing Point, Sergio Perez et Lance Stroll. Bah, le line-up est quand même pas hyper sexy. Franchement, bon, alors Lance Stroll, ce pilote me laisse toujours un peu circonspect. Je pense que d'un côté, c'est pas quelqu'un qui, à mon avis, est dénué de talent, mais qui a beaucoup de mal à vraiment l'extraire et à le montrer. Je pense que son étiquette de pilote payant, de fils à papa, lui sert vraiment pas. Et je pense que de ça, il a un peu de mal à se dépêtrer, à mon avis. Maintenant, l'année dernière, face à Perez, déjà, il était nulle part. Perez, c'est un pilote constant, régulier, mais il lui manque l'étincelle pour être vraiment dans un top team, justement. D'ailleurs, chez McLaren, ça s'est pas bien passé du tout. Il était très jeune aussi, et il lui a manqué beaucoup d'expérience et de maturité. Mais c'est vrai qu'en termes de line-up, ça me vend pas du rêve. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que leur voiture, c'est quand même quelque chose là cette année. Ouais. Donc Ils ont- peut-être la possibilité pour Perez, même pour Stroll, s'il se débrouille bien de marquer des points, des gros points, et s'il se passe des choses en course, Ils une Racing ont, Point sur un podium. pour la faire courte, ils ont quand même pas mal copié les lignes, et visiblement pas que, de la Mercedes de l'an dernier. Ouais. Qui était une voiture qui marchait fort. Donc ça sera une voiture qui marchera fort. Ça peut être la belle surprise. Ça peut être, voilà. va- Après, ça va dépendre comment les autres équipes vont évoluer. Et je pense que là, ce genre de choses, on le verra assez rapidement. C'est-à-dire Ouais, on le si, verra vite. si en Autriche, ils sont aux avant-postes, enfin peut-être pas aux avant-postes, mais si entre 6 et 10, voilà, c'est que la voiture, elle est bien née, qu'elle est bien recyclée. Ouais, je pense que pour moi, il serait potentiellement aujourd'hui la 4e force du plateau. Je pense, et en tout cas, c'est à cette place-là que je les attends, personnellement. Donc, c'est-à-dire un peu en retrait de Ferrari et sans doute un peu plus en retrait aussi des Mercedes et des Red Bull. Ouais. Mais ils sont capables, en tout cas, si leur pari a fonctionné, hein, c'est ce qui semblait se dire après les essais hivernaux. Si le pari est vraiment payant pour eux, s'ils ont vraiment fait le bon choix avec ce concept-là et cette idée-là de copier, entre guillemets, c'est un peu de la copie quand même, bah, ils seront performants. Si ça marche pas, par contre, là, Ouais, ça sera des cons. ouais, ils auront l'air du con. Et en plus, ils passent pour des tricheurs. Ouais. Les équipes qui étaient un peu plus devant, donc AlphaTauri, Ouais, alors, Lex Toro Rosso et Pierre Gasly et Danny Kiat. Ouais, je sais pas s'il faut attendre grand chose de AlphaTauri cette saison. C'est un peu comme Alfa Romeo. C'est une équipe qui sera milieu de grille, milieu de peloton. Je pense pas qu'ils aient beaucoup d'éléments pour aller plus haut. Après, ils ont quand même toujours eu un petit savoir-faire pour des voitures, de bonnes voitures en tout cas. Pas les meilleures, mais quand même des bonnes voitures. Donc à voir ce qu'ils vont être capables de proposer. Je t'avoue que je sais pas trop qu'en penser aujourd'hui. Mm. Même si je pense pas que ça va être une surprise. Et dans la hiérarchie des pilotes,
On Bah, a, je pense que Gasly, il est capable de Gasly, plein de choses, mais il est capable de. avec Toro Rosso, ça matche bien en fait. Ouais, Enfin, ouais, AlphaTauri, pardon. Avec ouais. AlphaTauri, Ça lui met moins de pression que chez Red Bull. c'est un environnement qui lui convient bien. Gviat, bon, j'y crois pas beaucoup. Mm, ouais. C'est du Ouais, je vu et pense vu. qu'il Bon. sera dominé quand même par Gasly. Ouais, ouais, ouais. Autre pilote français, et on est content de le revoir. Esteban Ouais, Ocon chez Renault, très. qui va épauler Ricardo, peut-être même Mm. plus Bon, qu'épauler, c'est on peut lui souhaiter. l'anniversaire aujourd'hui d'ailleurs. Bah, bon anniversaire. Voilà, Daniel Ricciardo. Ouais, Ouais, bah écoute, alors là, il est sexy, le Ricardo Ocon. ouais, T'as envie que ça fonctionne, quoi. ça fait envie. C'est le seul problème, c'est que je pense que la voiture pour le coup fonctionnera moins. Ouais, ouais, ouais. Je, On j'ai peut pas toujours leur du donner mal à. des Racing Points, du coup. Ah, On peut pas leur donner des Racing Points. En plus, Ocon, il la ah, connaît, c'était sa voiture. ouais, je sais pas, elle a pas mal changé hein, depuis. Mais ouais, non, c'est Ocon, je suis content de le revoir. C'est un pilote que j'apprécie beaucoup, très rapide. Et effectivement, forcément, j'avais trouvé son éviction de Racing Point, ex Force India, cruel, puisque pour moi, il méritait amplement d'avoir un baquet en F1. J'ai espéré que Bottas soit sorti pour lui faire la place. Mercedes n'a pas voulu prendre ce risque. Bon, c'est leur décision, leur gestion à eux. Mais ouais, je suis très content de retrouver Ocon. En plus, dans une équipe française, bah, c'est plutôt sympa en plus comme symbole. Et puis, il a un gros morceau avec Ricciardo. Donc, mais je suis sûr qu'il va bien faire. Ouais. Il aura peut-être besoin d'un peu de temps, forcément, parce qu'il n'a pas roulé depuis 1 an et demi maintenant. Il a forcément moins de repères que Ricciardo. Mais en même temps, Ricciardo s'en va. Et ça, c'était aussi la grosse info. Donc, l'équipe sera peut-être un peu moins derrière lui que s'il était resté et qu'il s'était vraiment investi beaucoup plus dans la durée. Donc ça peut jouer aussi hein, dans l'investissement d'une écurie derrière un pilote. Peut-être qu'il aura Partant. les meilleures pièces. On va voir, on va voir. Après, Peut-être pas jusque-là, peut-être mais que Renault va vouloir capitaliser sur Ricardo encore je un pense que an. ouais, Et voilà. ils ont été bien, ils ont pris une sacrée douche froide avec son départ surprise. Puisque d'ailleurs, la silly season, hein, la saison des transferts en F1 a déjà commencé alors que les Grands Prix n'avaient pas repris. Et il y a eu des gros changements. Mais ouais, je pense que Ocon a vraiment une épingle à tirer du jeu cette saison. Ouais, ouais. Chez McLaren, Carlos Sainz, Lando Norris. Ouais, Ok. un binôme qui fonctionne bien, une bonne ambiance entre les pilotes. J'ai juste l'impression que la McLaren sera peut-être un peu moins performante qu'elle ne l'a été l'an dernier. Ouais. C'est une intuition, ça restera à confirmer, hein, mais j'ai cette sensation-là que les essais hivernaux étaient un peu moins positifs que ceux de l'année précédente. Et Carlos Sainz, c'est le gros coup du transfert. On pourra faire peut-être une émission spéciale sur les transferts. Pour lui, oui. Mais c'est pour Ferrari, un peu moins. ça semble incroyable. Hein. Carlos Sainz chez Ferrari l'année prochaine. C'est un pilote qui a beaucoup progressé l'année dernière pour le coup et qui nous a, je pense, agréablement surpris. Pour être titulaire chez Ferrari. Ouais, bah écoute, je pense que l'idée de Ferrari, c'est clairement de retrouver un pilote numéro 1 avec un numéro 1 bis, voire numéro 2. Ouais, sur sa tête, il y a numéro 2. C'est clairement. Il va falloir qu'il fasse des performances incroyables dès le début pour qu'on lui retire cette casquette de numéro 2. Incroyable. Quand tu vas chez Leclerc, il faudra qu'il batte Leclerc, donc potentiellement qu'il gagne les courses. Si la Ferrari permet. Ouais, faudra voir. On va déjà regarder cette saison. Ouais. Mais en tout cas, c'est un pilote qui a beaucoup progressé. Il faudra aussi voir ce que ça va donner cette saison, s'il est capable de tenir ce rythme-là de performance ou pas. Hein. Ouais. Ferrari se verra si elle a fait le bon choix cette année ou pas. Hein. Ouais. Bon, dans le découpage, on va dire ce groupe 2 des équipes, j'ai mis Red Bull. T'es pas totalement d'accord. Peut-être qu'il méritait une place un petit peu au-dessus à la place de Ferrari. Verstappen, Albon, Red Bull, ça match. Hein. Verstappen qui est dans son équipe, donc il est tranquille. Albon qui doit encore prouver hein, parce que Marco l'a rappelé il n'y a pas longtemps, il lui a déjà mis la pression avant que la saison commence. C'est le docteur Marco, c'est fidèle à ses habitudes hein, quelque part. Il a déjà dit voilà, il va falloir qu'il prouve en 2020 qu'il mérite sa place pour 2021 tout simplement. Je ne doute pas qu'il fera en sorte de la mériter. C'est un pilote rapide.
Maintenant, en fait, c'est surtout dans la hiérarchie des écuries et des top teams. Je vois Red Bull plus forte que Ferrari aujourd'hui. Et surtout, je pense que l'an dernier, ils ont bien performé en plus en Autriche. Ouais, ils peuvent. Verstappen avait gagné Ouais. avec un dernier tour d'anthologie aussi, une bataille d'anthologie face à Leclerc, qui a vraiment régalé, et qui d'ailleurs s'était poursuivi en Grande-Bretagne aussi. Et du coup, on a hâte. Hein. Mais c'est vrai que je pense qu'ils sont au-dessus, et les circuits vont vont vraiment avantager Red Bull, je pense. Ils seront vraiment capables d'aller chercher la victoire, je pense. Donc, on peut imaginer, à la sortie du double rendez-vous de l'Autriche, que Red Bull, que Verstappen soit en tête du championnat du monde. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, Hetfeld pense comme moi. Ah, c'est ta, Ouais. c'est ta référence? J'aime beaucoup Nick Hetfeld. Oui. Je l'avais découvert justement en 99 en F3000. Il m'avait beaucoup impressionné. Il avait sorti Michael un Grand Prix d'Australie une fois. Ouais, Ça m'avait, oh, ça m'avait bah, éner- Du coup, il est fiché. Il est ouais, fiché. parce que faut dire qu'il lui avait pas laissé la place. Hein. Il avait été obligé d'aller dans l'herbe. Hein. Ouais, mais il a sorti Michael. Ouais, il a glissé. Du coup, tu sais, voilà. C'est quand même un J'aime peu beaucoup Hetfeld. presque fiché S. Tu vois. C'est un pilote que j'estime beaucoup en tout cas. Ouais, bon pilote. Technique. Bon, il reste 2 équipes à voir. Est-ce que tu as une idée de quelles sont ces équipes? Évidemment. Ouais. Quand même. Bon, on commence par, Pour par la, Cyril, sou- si je par- fais rien. commence par la Scuderia Ferrari. Ouais. Bon, Charles Ouais. Leclerc, c'est l'homme fort du Covid, du moins sur Twitch, avec tellement de subs et tout. Ça serait bien qu'il nous fasse de la pub. Hein. Notamment Ouais. celui de sa copine. Ouais, ça c'était épisode mythique où le gars il est en train de jouer, il joue sur son simu et Ça. sa copine est enfermée. Ouais. Bon, Charles Leclerc, c'est un futur champion du monde de Formule 1, non? Certainement, mais comme tout pilote, il aura aussi besoin de la voiture qui lui permette. Aujourd'hui, je pense très clairement que la Ferrari est en retrait. Ouais. Il y aura des évolutions, parce que c'est important aussi, mais il y aura des évolutions apportées en Autriche. Pour la Ferrari, ce sera plutôt du côté moteur et de la boîte de vitesse. Et il prévoit une grosse évolution aérodynamique et mécanique à partir de la Hongrie. C'est bien d'avoir une évolution aéro en Hongrie. C'est surtout que... Quand on va mettre tous les ailerons au max, C'est ça. ça va pas se voir. C'est ça, mais c'est surtout en fait la confession de Binotto qui avoue le changement de cap aérodynamique qu'ils prennent et qui montre en fait qu'ils se sont plantés. Ouais. Et ça confirme finalement le fait qu'on voit Ferrari plutôt en retrait et pas à la lutte avec Mercedes en finale. Donc voilà, la direction prise n'était pas la bonne et ils vont rectifier ça. Le problème, c'est qu'ils vont rectifier ça au bout de la 3e course, alors que Mercedes de son côté continue de progresser et eux, ils vont apporter déjà des très grosses évolutions dès l'Autriche, quoi. Donc la preuve, encore une fois, que Mercedes reste, ça reste le top team. gros favori, quoi. Bon, et le pilote numéro 2 de Ferrari, Sébastien Vettel, je sais que je te taquine direct. Hein, Ouais. Non, mais tu sais, je pense que Vettel, c'est simple, il y a deux options. Soit il est motivé comme jamais et il profite de sa dernière saison pour essayer de fermer des bouches. Ouais, vraiment, voilà. Soit il en a vraiment plus rien à foutre et à ce moment-là, il sera complètement en retrait cette saison. Voilà, et puis il fera ce qu'il voudra, il fera sa vie. Tu vois, si on lui dit let Charles pass for the championship, il va le dire no, you have to overtake me on the track et basta, quoi, tu vois. Voilà, il y a 2 options. Hein. Après, il faut voir c'est ce qui va rebondir parce que là, pour l'instant, les options aussi qui se présentent à lui pour la suite de la carrière, c'est soit la fin de la carrière, en l'occurrence, la retraite, soit Mercedes. Ce qui n'est pas impossible, mais apparemment, Toto Wolff bloquerait. Voilà. C'est d'après Julien Febvre. Est-ce qu'on peut reprocher ça à Toto Wolff? Parce que ça serait quoi? Ça serait une équipe, ça serait une super team. Ce serait une super team. Après, je pense que je comprends, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Parce qu'il a connu ça avec Rosberg, Hamilton. Je pense que ça a généré beaucoup de tension. Mais là, c'est au-dessus. C'est au-dessus de Rosberg. Oui, non, mais il a connu ce genre de choses-là. Je pense qu'il n'a pas envie de reproduire un schéma qui peut être potentiellement autodestructeur dans une équipe. Et en tant que patron d'équipe, en tout cas directeur d'une équipe, je comprends sa crainte et je comprends sa volonté de préserver les intérêts d'une équipe. Donc pour moi, c'est logique. Maintenant, je suis comme tout le monde et j'ai pas envie... Enfin, je suis pas un fan de Bottas, je l'ai jamais été. Je pense que c'est un pilote un peu insipide qui pourra jamais lutter à la régulière sur une saison contre Hamilton.
Donc forcément, ouais, j'ai envie que Mercedes prenne un risque et brise un peu cette hégémonie Hamilton. Sauf qu'ils ne le feront pas parce qu'Hamilton est leur pilote Bon, numéro 1. bah tu nous fais des super transitions. Mercedes, Hmm. Mercedes, qu'est-ce qui Bah, peut, toujours qu'est-ce qui peut les empêcher de gagner? Red Bull, en gros? Red Bull, oui, pour l'instant Ouais, Red Bull. Mais sinon, à part faire des erreurs pour ouais. faciliter le boulot des Bah, autres, je vois difficilement. Bottas clairement numéro 2 et Oui, même si, Hamilton, c'est la possibilité même si de, Hakkinen nous dit que c'est cette année ou jamais pour Bottas parce qu'il est bah, préparé comme jamais, oui, bon, bah, c'est cette année, de toute façon, c'est cette année ou jamais où ouais, il peut laisser son baquet chez Mercedes. j'ai Donc, jamais. ouais, bon, Bottas, c'est une chose. Hamilton, c'est l'occasion d'arriver à 7 titres de champion du monde. Ouais. Et c'est incroyable. Et moi, je me souviens de l'avoir vu en GP2, il avait un truc. Je pensais pas que ce truc le mènerait Je me jusqu'à rappelle, un potentiel 7 titres de champion du monde. je me Ça rappelle semblait impossible je d'arriver me là. rappelle d'une déclaration quand il arrive en 2007. Je l'avais lu dans Nice Matin à l'époque, et qui avait fait justement un truc sur la nomination d'Hamilton chez McLaren. Et je crois que c'était une citation de Martin Whitemarsh, l'ancien patron, enfin l'ancien directeur de Mercedes pendant une époque après Ron Dennis. Et il disait, et je m'en rappelle très bien, et du coup sur cette phrase-là, je m'étais vraiment énervé parce que forcément, fan de Schumacher, je voulais pas du tout l'entendre ou ni même l'envisager, mais il disait, pour moi, il n'y a aucune raison qui empêcherait Hamilton de devenir le plus grand pilote de l'histoire. Voilà, 2007. Donc Bah, ils avaient déjà un peu sur le percé quand moment, même le sur le potentiel, quoi. moment, t'avais le droit d'être énervé. La phrase, elle venait un peu de nulle Mm. part. Maintenant, quand tu regardais un peu ce qu'il faisait déjà en GP2 et quand tu regardes sa carrière, Ouais, bon, on parce va que pas j'étais discuter des énervé parce époques ou que peut-être qu'on discutera un jour les époques. Ce serait bien de faire un jour une ouais, émission où on classe les pilotes, tu vois, et on oh, prendra j'aime plein pas ça. de. Si, mais on prendra des haters, tu vois, on mettra Schumacher devant Senna, tu vois, et on Non, prendra mais des pouces en je vais bas. dire, j'étais Ouais, énervé parce que au fond, c'était tout à fait possible. bien sûr. C'était une vraie menace. Et d'ailleurs, voilà, aujourd'hui, c'est un immense Ouais. pilote. Je n'ai que du respect pour Hamilton, hein, de toute Bah, façon. il a le talent, le génie, le Ouais. travail. Ouais, c'est vrai qu'il ressemble à Non, mais Michael sur des trucs. il ressemble à tous les plus grands pilotes de Ouais. l'histoire, de toute façon. Il fait partie de cette catégorie des plus grands champions. Et c'est pour ça, moi, j'aime pas les classements parce que je me dis, bon, bah, il y a des. Voilà, les époques changent aussi, les dominations d'équipe sont Mm. pas forcément les mêmes. Mais il n'y a aucun doute sur le fait qu'il appartienne aux plus grands champions de l'histoire, aux meilleurs pilotes du monde dans tous les cas. Ça, c'est une évidence. Voilà. À partir du moment où là, on a dit ça, est-ce que c'est intéressant de le mettre devant Senna, devant Schumacher? Ouais. Je m'en Bon, fous un peu au final. alors sur le pronostic de cette saison, cette demi-saison, on va voir ce qu'on aura. C'est quoi? Mais le meilleur pilote peut-être de l'histoire dans la meilleure voiture du monde. Tu vois Hamilton champion? Ce serait une cote à 1,01 là. Ouais. Ouais, ouais. Mais oui, Bon, oui, on va voir comment ça se passe. je pense il en prend le On chemin. va voir comment ça se passe dès l'Autriche. On va se quitter pour cette première vidéo. On revoit un petit peu le programme. Donc vendredi à 11h, on sera devant Canal. Ils ont lancé leur chaîne 100% F1 ou ils vont le faire ce jour-là? Je crois. Ouais, tu sais pas. Je Ouais, crois que oui. non, ils l'ont déjà lancé. Ils avaient Bah oui, déjà sauf qu'ils ont un truc qui tourne diffusé, en mais c'est boucle. vrai que bah, Bon là, ça va être l'occasion de ça va mettre être du du contenu, contenu. quoi. Ouais, Faut ça mettre va du être bien. contenu neuf maintenant. Voilà, c'est le moment. Donc voilà, deux essais, les deux séances d'essais libres ce vendredi. Le jeudi à midi, on aura EL3. La qualif à 15h, la course à 15h10 Ouais. évidemment pour qu'il y ait un petit peu de pub. Là, la F2, ouais, on va suivre un petit peu ça. On a des essais le vendredi, les essais qualificatifs à 17h le vendredi, la première course en fin de journée le samedi et la course sprint le dimanche à 11h, 11h10. Hein. Voilà pour le programme du Grand Prix d'Autriche. Voilà pour cette première émission. Je te remercie Damien. On se retrouve Merci à toi, Julien. la semaine prochaine et si tu me le permets, j'aimerais dédier cette émission à Zanardi, Mm. un grand pilote, grand homme, grand sportif. Je crois que dans la vie, la plupart des gens n'ont pas de gros accidents, tant mieux. Certains ont un énorme accident et c'est fatal pour eux. Il y en a qui arrivent à survivre. Ben, j'espère qu'il survivra à ce deuxième drame dans sa vie et je sais pas ce Ouais. qu'on peut lui souhaiter de mieux. Non, Mais j'avais juste du coup envie de raconter une petite anecdote à ce propos, puisque bah, je l'avais rencontré.
C'était à l'époque, c'était le moment du Grand Prix de Monaco. Et cette année-là, le match n'avait pas eu lieu au stade Louis II, mais au stade Lucien Rennes à Menton. Et comme j'étais au Rapide de Menton, donc le club qui accueillait aussi un petit peu qui était propriétaire du stade, le match avait eu lieu là-bas. J'avais été ramasseur de balles, donc j'avais vu les plus grands, Schumacher, Fisichella, etc. Et puis à la toute fin, évidemment, c'était la chasse aux autographes. Et je reconnais de loin un casque de Zanardi. Je reconnais le gars, puisque je l'avais vu en 99 déjà. Il était avec 2 femmes, il discutait, il allait prendre sa moto. Et là, j'y vais avec mon livre et je lui dis « Bonjour, vous êtes monsieur Zanardi ?» Et il me fait « Eh oui, c'est moi. Est-ce que je pourrais avoir un autographe, s'il vous plaît ?» Et adorable, il m'a signé un peu en rigolant et je suis reparti dans mon coin. Et voilà. C'était du coup j'ai toujours une petite émotion à l'idée d'évoquer ce garçon parce que ce garçon pour être mon père, hein, mais voilà, j'ai toujours une émotion particulière parce que j'ai toujours ce souvenir en tête très vif. Voilà. Un mec très souriant. J'ai pas envie de parler de lui au passé, mais il a toujours souri à la vie. Et quoi qu'il arrive, et quand il a gagné la médaille d'or aux Paralympiques, c'était incroyable. Un parcours, un destin incroyable dans le sens premier du mot. Et Allez, c'est bon, je chiale. Ça y est, tu chiales. Et c'est terrible. Bon, on va finir sur une note positive parce que quand même, on est content de retrouver la Formule 1. Sortir, évidemment. On n'a pas eu de nouvelles récemment, mais j'espère qu'on aura des bonnes nouvelles, si on peut en avoir. Donc, voilà, c'est la fin de cette première émission. Et bon, on va pas bouder notre plaisir à retrouver la Formule 1 donc, dans quelques jours. Et pour se quitter, on va mettre un petit fond sonore avec tous ces pilotes très, très heureux de retrouver aussi la Formule 1. Damien, je te dis à la semaine prochaine. Et merci d'avoir fait cette émission. À bientôt tout le monde. Yes! Love that.